Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Ce que la société, les adultes nous disent, c'est pas beau. Il faut cacher. Aux petits garçons, faut pas pleurer. À la petite fille, il faut être gentil, faut pas être en colère, etc. Toutes ces émotions, en fait, qui font partie de la vie. Les Chinois disent que c'est comme la météo. Il fait pas toujours soleil, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a des nuages, etc. Les émotions, c'est la même chose. Il suffit juste, en fait, de plus les réprimer et de les laisser nous traverser. Merci d'être avec nous et merci d'accueillir celle qui est installée sur les canapés, qui vient tout droit du Jura où elle est installée depuis quelques années, depuis 1973 si je ne m'abuse. On va l'accueillir maintenant, elle s'appelle Zahra Chouitard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est la bonne année 73 ? Alors 73, non, c'est au Maroc. Je suis née au Maroc en 73. Non mais vous arrivez dans le Jura ? En 80. En 80 ? Et là maintenant, j'y suis plus dans le Jura. D'accord. Bon, alors effectivement, remettons les choses dans le contexte. J'arrive de la Haute-Savoie. Mais vous arrivez de la Haute-Savoie. Il y a des montagnes en tout cas. Oui, c'est ça. Dans les deux cas, il y a des montagnes. Merci d'être avec nous. Vous êtes praticienne et enseignante en discipline bionaturelle. Alors, quand on dit les choses comme ça paraît un peu abstrait et on a besoin de précision. En revanche, vous dites cette phrase que je trouve très très forte. Vous dites « Et si la souffrance venait simplement du fait que nous portons notre attention du mauvais côté ?» Pas dans la bonne direction. Pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que j'ai pris conscience, mais après un long travail de recherche, de tâtonnement, etc., d'exploration, d'introspection, vraiment vers la fin, après bien de grandes découvertes, j'ai continué en fait à chercher, jusqu'à ce que j'ai ce point de vue synthétique qui m'a permis de voir que si j'ai eu toute cette souffrance, ici autour de moi, je constate autant de souffrance, c'est que simplement on ne regarde pas dans la bonne direction. Il y a tous les grands maîtres qui le disent depuis des siècles. C'est-à-dire que on est en fait focalisé sur un événement, sur une situation, sur des choses qu'on n'a pas acceptées. Des choses où contre lesquelles on s'est opposé et on a dit ça n'aurait pas dû se passer. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et Cartol le décrit très bien. Et du coup, en fait, on se trimballe le passé dans le présent. Et donc, du coup, on est en train de souffrir pour des choses qu'on a vécues il y a des années. Et il y a une très belle image que donne Eckhart Tolle, que j'aime beaucoup donner. C'est l'histoire l'histoire. Il était assis sur un banc dans un parc et il voit deux canards se friter. Et une fois qu'ils ont fini de se friter, les deux canards se quittent en se tournant le dos, et ensuite ils se secouent un bon coup et ils partent en chantant. Je ne sais pas comment on dit le chant des canards, can, et donc du coup ils laissent l'événement derrière eux. Nous, parce qu'on a un mental, on reste figé, on reste agrippé, accroché à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, on reste. Donc le travail en fait que j'ai fait d'abord sur le mental et ensuite sur le corps, ça reste figé en nous, en fait, sur les deux plans. C'est ce qu'on appelle un dépouillement. Le dépouillement, c'est le travail que proposent les taoïstes, que j'ai rencontrés, moi, par l'intermédiaire d'un maître taoïste en Italie. Le travail de dépouillement, c'est en fait ce travail d'auto-observation, de connaissance de soi. Et c'est pas « je vais connaître le contenu », de quoi je suis remplie, c'est aller voir ce qui me remplit justement et ce qu'on appelle le travail de détachement. C'est une prise de recul en fait. Voir tout ce que j'ai accumulé, et il y a aussi ce travail très profond que les maîtres taoïstes font faire à leurs disciples et que j'ai eu l'honneur et la chance de faire avec Pino Ferroni, qui a été mon maître de vie, c'est le vide du cœur. C'est-à-dire d'aller voir en fait tous ces poisons
telles que le ressentiment, l'orgueil, l'arrogance, toutes ces choses-là en fait qui nous remplissent. D'ailleurs, l'idéogramme du cœur en chinois, ça a une forme d'un bol ou d'une tasse avec des petits traits qui arrivent. Et en fait, le concept en lui-même, du moins le travail, c'est de garder ce cœur toujours vide. Comme une tasse, s'il n'est pas vide, il peut pas recevoir les intuitions, les nouvelles idées, etc. Ces petits traits qui sont symbolisés par ces petits traits qui arrivent dans le bol. Donc, on l'a bien compris, vous avez été enseigné. J'ai été enseignée. Voilà, par des maîtres, pour le coup. Plus qu'enseignée, je dirais éduquée. Rééduquée. Ah ouais, carrément. Parce que enseigner, ça veut dire qu'on m'a rempli d'autres... Alors certes, j'ai une certaine connaissance, mais ça a été surtout un travail de dépouillement. D'abord faire le vide, et en fait, l'enseignement qui n'est pas un réel enseignement, ce sont des intuitions, des révélations qui me viennent, parce que j'ai fait le vide. Et comment, alors ça aussi c'est des notions tellement évidentes et parfois aussi tellement abstraites, faire le vide, c'est toujours quelque chose de compliqué. Avant ça, comment vous en arrivez à chercher justement cette voie-là, cette ouverture-là, et justement le fait de rencontrer ce Pino Ferroni? Alors je savais pas du tout moi où je mettais les pieds. C'est la souffrance qui m'a amené à chercher à travailler sur moi. D'abord, donc en fait c'était une grosse dépression. Arrivée à l'âge de jeune adulte, j'étais à l'université à Besançon. J'avais tout ce qu'on peut rêver d'avoir en fait à mon âge. J'avais acquis une certaine liberté. J'étudiais ce que j'aimais. J'étudiais l'italien. J'avais mon compagnon de l'époque. J'avais énormément d'amis, de très chouettes amis. Et pourtant, ça n'allait pas. Au niveau matériel, je commençais à acquérir des choses. Ce que j'avais cru, ce qui allait me donner en fait le bonheur. Et d'où vient ce mal-être alors? Le mal-être, alors je peux pas l'expliquer, ça peut venir de plein de choses vécues dans le passé, mais il y avait aussi quelque chose de profond qui m'amenait à faire ce chemin-là. Quelque chose en fait, et on est de plus en plus nombreux, hein, on arrivait là à ne pas être satisfait de ce que le monde matériel nous offre. Mais du coup, ne pas être satisfait, ça se traduit par quoi? Par cette dépression? Ça se traduisait, je me disais en fait, tout ça pour ça. Parce que j'ai lutté pour avoir ma liberté extérieure. J'ai dû me battre pour avoir une liberté extérieure. Et là, j'avais tout. Et pourtant... Ça n'allait pas. Et pourtant, il y avait toujours cette insatisfaction et ce quelque chose qui manquait. Donc la dépression m'a poussé à faire une recherche, à chercher des gens pour m'aider. Et c'est la psychanalyse. J'ai trouvé des très bons psychanalystes. Pendant 10 ans, hein. Un à Toulouse, 5 ans, et un autre à Lyon, 5 ans. Mais vraiment des êtres exceptionnels qui allaient bien au-delà de la psychanalyse. En tout cas, ils m'ont fait faire un chemin, je suis allée très très en profondeur. Mais par contre, c'était que dans la tête. Donc j'avais compris énormément de choses, j'avais pris conscience d'énormément de choses. Ce qui m'a fait oser à 36 ans tout abandonner, tout quitter et aller vivre en Italie, qui était mon pays du cœur. C'était vraiment... Et une fois en Italie, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas résolu. La souffrance était toujours là, en fait. Donc, en fait, vous avez quitté la France pour ensuite aller en Italie en espérant vivre la Dolce Vita. La Dolce Vita. Je cherchais vraiment la Dolce Vita. À Parme, je crois, non? À Rome d'abord et après Parme. Ouais. Tout à fait. Donc voilà. Je cherchais vraiment, c'était vraiment ça. La Dolce Vita. C'était en fait... Ici, c'est pas parce que c'était conflictuel. La France, le Maroc, c'était conflictuel. Je suis née au Maroc et j'ai grandi en France. Et l'Italie, c'était mon pays du cœur.
Et j'ai toujours désiré de le vivre pleinement, mais je ne m'étais jamais autorisée. Et vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que c'était votre pays de cœur? La réponse, elle est arrivée naturellement, je crois, assez vite. C'était vraiment, comme je vous disais, la voie du milieu entre le Maroc et la France. C'était le Maroc, je l'ai quitté, j'avais 7 ans. C'était un beau traumatisme. J'ai quitté un village connu, une famille élargie, avec un grand-père, je pense, qui était un grand sage, très affectueux, très aimant, et puis un environnement. J'habitais en pleine campagne, etc. Et je me suis retrouvée en France, dans le Jura, justement, où il faisait pas mal froid. Je veux dire, Il y a un choc des cultures, voilà, un choc de tout, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est l'école qui m'a beaucoup nourrie. L'école française m'a énormément apporté. Donc vous découvrez l'italien. L'italien en quatrième, un voyage à Naples. Le scolaire. C'est vraiment le voyage à Naples où j'ai vu des ressemblances entre le Maroc et la France. Et là, donc, vous tombez amoureuse totale d'Italie. Littéralement, vraiment. Okay. Et à partir de ce moment-là... c'est devenu ma passion. Vous décidez d'enseigner, enfin de l'apprendre. l'étudier, de l'enseigner, tout à fait. Et là, je me rends compte que, non, il manque quelque chose, donc je vais vivre en Italie, en sachant pas du tout ce qui m'attendait. Moi, j'allais chercher la Dolce Vita. J'ai quitté l'éducation nationale parce que il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et j'imaginais que à Rome, j'allais être traductrice de films. J'adorais le cinéma italien, la littérature italienne, que j'allais vivre de traduction, que j'allais m'épanouir en italien. Et ça n'a pas du tout. Et c'était vraiment... En fait, j'étais en plein... je sais pas trop comment l'appeler, mais j'étais dans un état... incroyable, un mal-être que j'avais jamais... Pire qu'en France? Pire qu'en France. Ouais. Pire qu'en France parce que la vie me chahutait vraiment très fort. Et j'étais qu'un mental ambulant, en fait. J'étais pas ancrée dans mon corps. Mais déjà, en fait, quand vous partez en Italie, vous êtes déjà en dépression? Alors, c'est pas la dépression. J'avais fait un beau travail en psychanalyse. Je me suis ouverte à énormément de choses. J'ai fait tomber plein de tabous. J'ai réalisé plein de désirs, mais c'était des désirs de l'ego. J'ai suivi tout ce qui m'appelait, et je suis allée très loin au niveau intellectuel, au niveau expérience sociale. J'ai été militante, je voulais changer le monde, je voulais changer l'école, etc. Et tout ça, en fait, je le portais jusqu'au bout parce qu'il y avait des questions profondes à la base de tout ça. Par exemple, je faisais partie du syndicat de l'éducation nationale de la CNT, libertaire anarchiste. Et ma question fondamentale, c'était comment faire pour que l'école, en fait, elle prenne vraiment en considération le potentiel de tous et pas simplement une partie de l'intelligence, ce qui est l'intelligence rationnelle. Et je trouvais pas mes réponses. Et je me souviens, la dernière question intellectuelle, à laquelle j'ai trouvé des réponses bien plus tard, et ces questions-là sont toutes tombées, c'était le mal. Le mal, est-ce qu'il est en l'être humain quand il naît, ou est-ce que c'est la société, l'éducation, etc., qui le rend comme ça? Et c'était une question qui me hantait, c'était des questions qui me hantaient. Mais c'est une question abyssale. Quelle est la réponse pour pas passer 10 ans de psychanalyse? C'est quoi alors la réponse? C'est la psychanalyse qui m'a au fait permis de me poser toutes ces questions-là, mais elles étaient en moi, petite. Et la réponse, c'est quoi alors? Alors, la réponse, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me poser ces questions-là, parce qu'une fois que je suis arrivée en Italie et que j'ai rencontré Pino Ferroni, lui, il m'a fait voir tout de suite que tout ça, c'était que dans la tête et que ça n'avait pas de sens. Donc, du coup, il a été très, très dur. Il m'a vraiment traité en tant que maître zen. Et moi, je l'ai accepté parce que là, j'ai vu une possibilité de trouver justement des réponses aux questions que j'avais, mais des questions vraiment sur le mal-être existentiel. Et par rapport à cette réponse, par rapport est-ce que le mal est en nous, est-ce que on est au-delà du bien et du mal. Et ça, c'est vraiment déjà de rencontrer le mal en soi, parce que tant que j'étais militante avec tous les autres militants, on ne voyait que le mal à l'extérieur, mais on ne voyait pas le mal en nous. Ce qu'on voit, ce que disent les grands maîtres, le mal, du moins ce qui est à l'extérieur, c'est le miroir de notre intérieur. Donc à partir du moment, parce que le travail intérieur, c'est de pas éviter son obscurité
intérieur, de pas éviter son ombre. Et donc du coup c'est ça qui est difficile, parce que aller voir cette noirceur en nous, aller voir ces ténèbres en nous, ça demande énormément de courage. Ce Pino Feloni, il est quoi lui à la base? Comment ça, il est quoi à la base? Quel est son rôle? C'est parce que vous dites c'est un maître. Lui, il venait de la maître vente. spirituel. Lui, il venait de la vente. C'était un vendeur. Il est rentré en crise existentielle comme moi. C'est un Italien, hein, c'est pas un Chinois. Et il travaille dans la mode, donc dans l'apparence. Il a été en crise. Il s'est rendu compte que il y avait quelque chose qui manquait, en fait, l'être, l'essence, comme moi, hein, avec le travail intellectuel. Et lui, il est parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a rencontré la bioénergétique d'Alexander Lowen, qui était un élève de William Reich. Et William Reich, c'était un élève de Freud. Juste pour vous montrer, en fait, le travail que j'ai fait sur le corps, les bases que ça a. Et William Reich, en fait, il s'est rendu compte que tant qu'on ne travaillait que sur l'aspect psychique, il n'y avait pas de véritable guérison. Quand on parle de guérison, c'est aller au-delà de nos conflits infantiles, etc. Donc il faut aller jusqu'où alors? Et il s'est rendu compte qu'en fait, les conflits qu'on avait au niveau psychique, on les avait aussi au niveau physique. Et qu'il fallait agir sur le physique et sur le psychique pour pouvoir avoir une complète guérison. Freud l'a viré, parce que pour Freud, c'est tabou. De toucher le corps, c'est tabou. Et donc William Reich, il a élaboré énormément de choses. Il a fini en prison, parce que l'humanité n'était pas prête à entendre qu'on puisse toucher le corps. Il parlait aussi de bioénergie, de l'énergie. Mais par contre, après, son élève, Alexander Lowen, a créé l'Institut de bioénergie à Los Angeles, je crois. Et il y a eu pas mal d'autres disciples qui ont continué le travail, et ils ont élaboré. Alexander Lowen était un médecin, il était à Genève d'ailleurs, et ils ont élaboré l'analyse bioénergétique. Ce n'est pas ce que j'ai fait avec Pino, parce que avec Pino, on l'appelle massage, mais c'est pas un massage, c'est vraiment un travail sur les points énergétiques, sur les points de ce qu'a théorisé William Reich, la cuirasse musculaire et la cuirasse caractérielle. Cuirasse musculaire, c'est-à-dire les tensions qu'on a au niveau du corps, au niveau des muscles, les tensions, et caractérielle, ce caractère qu'on se forge avec notre vécu. Par exemple, il va m'arriver quelque chose, je vais avoir une difficulté ou une personne qui va me dire quelque chose. Si j'ai pas élaboré cette cuirasse musculaire et caractérielle, je vais répondre de manière mécanique, je vais réagir, ça va être la réaction. Le travail d'aller à la rencontre de cette cuirasse musculaire et caractérielle, c'est que je vais en avoir conscience, et donc du coup, je vais répondre toujours de manière neuve. Et ça veut dire de manière conforme. Est-ce que ça veut dire que pour être conforme, vous êtes dans la maîtrise? C'est une technique qui vous apprend à être dans la maîtrise? Pas du tout, pas du tout. Justement, on est au-delà du contrôle. Le contrôle, c'est l'ego. Là, je connais mes blessures, je connais ce qui vient faire réagir mes blessures, et en fait, c'est ça le travail qu'a fait Pino avec moi, c'est qu'il a vu mes blessures et il me faisait réagir. Il me chahutait, en fait, il me piégeait, il me faisait plein de choses pour me faire réagir, et comme ça, de le rendre conscient, de me permettre, en fait, de voir mes blocages et mes réactions mécaniques. Et une fois que vous avez pris conscience de ça? Eh ben, une fois que j'ai pris conscience de ça, je suis plus manipulable par le passé, par mes émotions. C'est-à-dire que là, la vie a voulu que je revienne dans l'éducation nationale. Et dans les classes, on a énormément d'élèves et plein d'émotions et plein de vécus différents. Donc les élèves, et en plus, tant qu'on a ces failles-là, la vie nous donne des occasions d'aller les voir. Et donc du coup, si moi j'ai pas élaboré, si moi j'ai pas conscience de mes émotions, l'extérieur va venir les toucher. Et donc du coup, je vais réagir. Et c'est comme ça qu'on entretient le conflit, les guerres, etc. D'où la question tout à l'heure, le mal et le bien, c'est connais-toi toi-même, mais connais-toi toi-même, pas dans le sens de je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit, j'ai tel âge, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu te trimbales comme casserole de ton passé, qui te manipule encore, en fait. Et donc du coup, la question de la liberté, quand je vous ai tout à l'heure, j'avais la liberté extérieure, mais j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse. La véritable liberté, elle est intérieure.
On est libre de ces démons, entre guillemets, de ces choses qu'on se trimballe du passé. Et c'est donc Pino Ferroni qui vous libère de tout ça? En tout cas, qui vous fait prendre conscience de tout ça? Alors, Pino Ferroni, pour moi, en fait, je le considère comme mon maître de vie, dans le sens où, oui, il m'a fait un travail vraiment de prise de conscience énorme et de manière complète. Pas simplement mes psychanalystes, je suis très reconnaissante aussi à mes deux psychanalystes avec qui j'ai fait un beau travail, m'ont resté dans la tête. Et tant qu'on est dans la tête, on n'est pas libéré. Et Pino Ferroni, par ce travail vraiment très complet, parce que il y avait le biomassage énergétique, mais il y avait énormément d'autres choses autour, c'était très intense, m'a permis, et c'est arrivé en 2012, en mars 2012, de découvrir qui je suis au-delà de ce corps, au-delà de cette histoire, au-delà de ce sexe, au-delà de ce prénom, de ce nom, de ces blessures, de ces traumatismes, etc. Il vous réconcilie avec vous-même? Mais carrément, carrément. C'est plus qu'une réconciliation avec soi-même, c'est une réconciliation avec la vie, en fait, en général. Vous dites d'ailleurs, parce qu'il décédera en 2018, oui. Et vous dites que vous avez reçu un dernier enseignement symbolique et profond. Alors, je ne vais pas le dire en italien parce que sinon vous allez me... C'est le Lao Tse, c'est une phrase du Tao Te Ching de Lao Tse. Et il dit, qui veut dire en fait, c'est l'esprit de la vallée ne meurt jamais. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez réussi à le traduire. C'est ça. Ce qui veut dire? En fait, c'est un chapitre du Tao Te Ching de Lao Tse, parce que donc Pino Ferroni, c'était un maître taoïste, donc du coup, il m'a enseigné, il m'a rééduqué à l'aide de tout ce qu'il avait à disposition. Et c'était un amoureux de la philosophie, de la médecine traditionnelle chinoise et du Lao Tse en particulier. Et je la connaissais pas, cette phrase, hein, quand je l'ai entendue. C'était quoi votre question? Non, quelle est la signification de cette phrase? L'esprit de la vallée ne meurt jamais. En fait, Pino, quand il a commencé le travail avec moi, sans me le dire de manière directe, mais je l'ai compris assez vite parce que j'avais ces 10 ans de psychanalyse peut-être derrière. Et puis je voyais avec l'amour inconditionnel avec lequel il faisait tout ça. J'ai compris en fait qu'il me faisait travailler à un niveau subtil et pas à un niveau personnel. Ah, on est des potes, on va boire un coup, on va manger un truc. C'était pas du tout ça. C'était vraiment un travail, il y avait cette distance entre le maître et le disciple. Et déjà au cours de ces années de travail, je me rendais compte qu'au niveau personnel, il me traitait de manière abrupte, de manière dure par rapport aux autres, pour justement faire émerger tous les trucs de jalousie, de compétition, tous les trucs de la personnalité, de l'ego. Mais à côté de ça, il me transmettait quelque chose de subtil. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais il y avait quelque chose vraiment de subtil qui passait, où j'avais le cœur qui s'ouvrait, ou alors où avec ces mots, il y avait des choses qui explosaient à l'intérieur de moi. C'était vraiment un travail de transformation radicale. Et au moment de ces funérailles, j'avais jamais vu de cadavre, moi, avant, puisque en ayant immigré petite fille en France, mes grands-parents, etc., qui sont morts au Maroc, j'étais en France, donc j'ai pas vu... Et donc, avant de rentrer dans la chambre, comment on l'appelle? La chambre, voilà, où il y avait son corps qui était là, j'avais vraiment la trouille parce que j'avais jamais vu de cadavre. Et en plus, c'était le cadavre de ce grand être qui a été si précieux pour moi. Et au moment où je suis rentrée dans cette pièce, j'ai longé ce corps, et donc d'abord avec de la tristesse, etc. Mais tout de suite, j'ai pris conscience que ce corps n'était pas Pino. Il était complètement desséché, et il y avait en fait ce qui l'animait, ce qui le rendait vivant et vibrant, qui n'était pas là. Et donc du coup, d'un seul coup, je me suis sentie, déjà il y a eu une paix qui n'est pas de ce monde en fait, qui m'a envahie, et je me suis sentie enveloppée. Et donc du coup, il n'y avait plus cette douleur que je me trimballais en rentrant. Et là, j'ai entendu, pas avec les oreilles, pas comme j'entends votre voix là maintenant, la voix de l'intuition, quelque chose qui vient d'un autre monde, qui m'a dit cette phrase-là en italien. Lo spirito della valle non muore mai. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, il y a une joie, pareil, pas de ce monde, qui a irradié tout mon être.
Et j'entendais le rire de Pinot, parce que c'était un être qui incarnait la joie. J'entendais le rire de Pinot partout et je voyais tous les autres personnes qui étaient là, qui étaient tristes, sa compagne, etc., qui étaient vraiment endeuillées, etc. Et j'avais qu'une envie, c'était de leur dire, mais il est pas mort, il est pas mort, il est libéré. Je sentais vraiment une joie de la libération et comme si et en fait, tout le travail qu'on a fait ensemble, c'était pour m'obliger à laisser aller tout ce qui fait obstacle entre nous et la réalité ultime. Et donc il a réussi? Ben, pour moi, oui, bien sûr. Il a réussi. Lui, il a réussi. Après, moi, c'était une autre histoire. Mais je veux dire, le travail qu'on a fait, là où il m'a amené, etc., ma gratitude est infinie. Et donc il vous a réconcilié avec vous-même? Oui. 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 Après, par contre, la difficulté, quand je dis lui, il a réussi, moi, c'est pas encore gagné. Ma difficulté, c'est même en ayant vécu des choses aussi évidentes, il a fallu, mais parce que après, moi, je suis aussi à la recherche du vrai, je me contente pas de. Il a fallu que je continue à approfondir, à chercher, etc. Donc, je suis à la rencontre d'autres maîtres qui n'ont fait que me permettre de confirmer ce que j'avais réalisé avec Pinot et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Évidemment, vraiment. Évidemment. Alors, quand vous dites qu'aujourd'hui vous enseignez la discipline du biomassage énergétique. Biomassage énergétique, comment se présente-t-il? D'abord, c'est un massage donc du coup corporel? Tout à fait. Alors, c'est un travail corporel, pas d'huile. Donc, enseigner, il y a le volet enseignement, il y a le volet pratique, où je reçois en cabinet des personnes qui viennent me voir pour un parcours individuel. Et il y a plusieurs séquences. Et en fait, il y a une progression dans ces séquences. Donc, on n'utilise pas du tout d'huile. Et la séance, elle se déroule en 2 parties. Il y a une partie où je reçois la personne autour d'un bureau. Il y a un paravent qui sépare la partie verbale de la partie corporelle. J'invite la personne à dire ce qui lui passe par la tête. Pourquoi elle vient, mais après c'est sur plusieurs séances et surtout pour voir en fait son état actuel, dans quel état elle est là maintenant. On travaille sur le présent puisque le corps c'est notre présent, même si il y a des choses congelées du passé, nous on agit là, le corps il est ici et maintenant. À la différence du mental qui divague, qui voyage, etc. Le corps il est là. Et ensuite on passe au travail corporel où au début il s'agit d'ancrer, de faire sentir le corps. Donc du coup ce sont des pressions assez approfondies, etc. Mais toujours en suivant le besoin de la personne. Donc c'est en fait la personne qui me dit jusqu'où je peux aller. Et ensuite, plus on avance dans les séances, plus le toucher devient un peu plus subtil. Et en fait, ça permet de faire émerger le monde émotionnel de la personne. Quand je vous parlais tout à l'heure de vider le cœur, faire émerger tout ce qu'on a refoulé, parce qu'on a considéré, parce que la société, les adultes nous disent, c'est pas beau. Faut cacher. Au petit garçon, faut pas pleurer. À la petite fille, il faut être gentil, faut pas être en colère, etc. Toutes ces émotions, en fait, qui font partie de la vie. Les Chinois disent que c'est comme la météo. Il fait pas toujours soleil, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a des nuages, etc. Les émotions, c'est la même chose. Il suffit juste, en fait, de plus les réprimer et de les laisser nous traverser. Et là, tout à l'heure, vous parliez de maîtrise. C'est ça, en fait. Je m'empêche pas, quand vous disiez c'est une maîtrise, si j'ai un élève qui dépasse les limites, je tape du poing, je suis en colère, mais en conscience, en présence. Vous voyez la différence ? Ce qui fait toute la différence. Je suis pas en train de réagir par rapport à un truc qui m'appartient à moi du passé. Il y a plus de passé. Là, je vous raconte de moi, de mon passé, mais la chose extraordinaire qui s'est passée avec ce travail avec Pinot, autant avant, j'étais agrippée à ce passé qui me hantait, il n'y a plus. Je peux vous en parler, mais avec une distance. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes plus impacté par ce passé. Pas du tout. Et donc, du coup, je peux accueillir les histoires des autres. C'est toujours étonnant de se dire, parce que ça voudrait dire qu'en fait, vous êtes tout le temps dans l'instant présent, pour le coup. Oui, tout le temps, c'est un grand mot. Non, j'ai mon mental qui est toujours là, mon ego qui est toujours là, qui revient. Mais par contre, je sais comment revenir. Et quand j'enseigne,
Je suis, en fait, c'est comme si j'étais... c'est difficile, c'est comme si j'enseigne aussi le Qigong. Je dis Qigong, je connais énormément de Qigong, mais il n'y a qu'un Qigong que j'enseigne, c'est mon maître Pino Ferroni qui me l'a transmis et que je trouve assez complet. En fait, on peut travailler vraiment de manière très, très globale et très approfondie, qui s'appelle la danse des dragons et des devas. Et en fait, c'est assez drôle. Dès que je rentre dans le rôle de la transmission de ce Qigong, c'est comme s'il y avait plus de mental et d'ego. Il y a une énergie qui me... Il n'y a plus de mental vraiment. Et c'est juste magnifique. Et donc du coup, c'est une joie. C'est une joie d'enseigner, de partager, de masser. Alors, mais on n'est pas tout le temps, c'est pas possible d'être sans mental. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. À quel moment votre ego revient alors à ce moment-là? Il y a encore des petites choses, par exemple, qui me font réagir. Mais là, mais à chaque fois, instinctivement et automatiquement, c'est que c'est devenu un automatisme. Parfois je tombe dans les... Non, il y a des choses... Vous prenez le recul nécessaire? Non. Alors, si ce sont des blessures que j'ai dépassées, je peux en sourire et je peux accueillir la situation et y répondre tranquillement. Mais si par contre, c'est des choses qui viennent toucher des choses qui sont pas complètement nettoyées, pas complètement... ça peut me donner du fil à retordre. Mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Et ça, il vous aura fallu combien de temps pour maîtriser ça? En tout cas, pour avoir cet automatisme-là qui est devenu un automatisme de vie, en fait. Le temps, il a plus trop d'importance à un moment donné, mais mon travail, il a duré, si on compte la psychanalyse, 10 ans, 8 ans avec Pino Ferroni, ça doit bien faire 25 ans, 20 ans, 25 ans. C'est ça. Mais on n'est pas obligé de prendre autant de temps. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, moi, c'est ça. Moi, c'est ça, en fait, que j'ai envie d'offrir aux gens. C'est, OK, j'ai fait toutes ces années de recherche, mais je venais de nulle part. Je veux dire, j'avais pas de... Puis il n'y avait pas autant d'offres. Moi, j'étais toute seule, je passais pour une extraterrestre pendant très longtemps. J'ai eu toutes les étiquettes, etc. Personne ne comprenait mon chemin. Encore aujourd'hui, mais avant, j'étais vraiment isolée. J'étais seule. Et oui. Et d'ailleurs, avant d'arriver à la rencontre avec Pino et avec tout ce travail, et avec cette ouverture à cette sagesse qui existe depuis des millénaires, j'étais comme dans un brouillard. J'avais des compréhensions en psychanalyse. J'écoutais aussi l'émission, je ne sais pas si vous avez connu, comme quoi ça peut être très important. C'était le dimanche matin, des racines et des ailes. Bien sûr. Avec De Carolis. Et comment? De Carolis. Non, alors pas lui. Les racines et les ailes, oui, c'était soit celui avant, soit celui... Moi, c'était Cazenove avec Leila Anvar. C'est possible, c'est possible. Et c'était le dimanche matin, et il parlait justement de Rumi, il parlait de tous ces grands sages. Et il parlait de Bouddha, de l'illumination, etc. Et moi, en fait, ça résonnait en moi, retrouver sa nature authentique, retrouver sa nature profonde, etc. Ça me touchait vraiment profondément. Mais c'était comme si c'était tabou. Comme si c'était destiné qu'à une petite élite, ou c'est pas pour moi. Je veux dire, pour qui tu te prends, toi, qui tu es pour t'intéresser. Et en fait, j'osais même pas l'exprimer. Là, le titre Retrouver notre état naturel, aujourd'hui, je l'assume pleinement parce que je le vis en fait pleinement. Mais c'était un aperçu comme ça loin. Là, il y a pas longtemps, j'étais en montagne, il y avait du brouillard, de la brume, et en fait, je me suis rappelé de cet état avant la découverte de 2012 et avant cette clarté, en fait, de se voir clair, se voir. Alors évidemment, quand on vous entend parler, que vous parlez de ce fameux massage bio-naturel, bioénergétique, l'idée, ça ne peut donc se faire qu'en présentiel? Le biomassage énergétique, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais par contre, tout le travail le vide du cœur, la connaissance de soi, le dépouillement, etc., ça, je le fais en ligne le mercredi soir, en méditation, en fait, en rencontre méditative. Et là, je partage ce que je partage avec vous. Il n'y a pas le toucher corporel. Je tiens à préciser que le biomassage énergétique, on est dans la partie... élaboration, en fait, on est dans la partie connaissance de soi, aller à la rencontre de son passé, se purifier en fait de son passé, et puis surtout passer aussi de la tête aux sensations, parce que si je suis dans les sensations, je suis pas quelqu'un. Il y a
je suis pas en fait ce mental qui est constamment en train d'étiqueter. Je me souviens quand j'ai commencé l'apprentissage du biomassage énergétique, on avait des échanges entre nous, entre élèves, et il y avait Pino Ferroni qui était toujours présent, et j'étais avec la personne avec qui j'allais faire l'échange, et j'ai été vraiment très agréablement surprise quand elle a posé les mains sur mes pieds, donc elle allait commencer le massage. J'ai vu vraiment, de manière très claire, combien, avant qu'elle me touche, j'avais mis des étiquettes sur cette personne que je connaissais pas en fait. Elle est comme ci, elle est comme ça. Des préjugés. Des préjugés, et c'est toujours avec mon histoire à moi. Bien sûr. Les peurs, des projections, ce qu'on appelle les projections. Et ce qui était génial, c'est que quand elle a posé ses mains, ça a fait vraiment comme un château de cartes. Tout ça est tombé, et il y a eu cette relation directe. Cette relation où en fait il n'y a pas ce mental jugeant. Et la même chose, quand moi j'ai posé mes mains sur ses pieds, j'ai revécu la même chose. Et donc du coup, le biomassage énergétique, moi je l'utilise pour ça, c'est vraiment de descendre de la tête de manière directe au corps. On peut dire la même chose du Qigong ou de la méditation, mais pour en avoir fait moi l'expérience personnelle, où j'étais revenue en France et ça faisait un moment que j'avais pas reçu de biomassage énergétique, et je faisais beaucoup de Qigong avec un autre maître taoïste, et quand je suis revenue à Parme et que j'ai reçu à nouveau un biomassage énergétique, là je me suis rendu compte en fait de combien cet outil était direct. Il fait tout de suite descendre de la tête au corps, mais parce que au-delà de la technique et de la pratique, vous avez un petit plus, vous avez capté des choses autres, un petit peu plus subtiles. Par rapport en fait, la technique, et puis par rapport à... Carrément. En fait, l'originalité de ce travail, c'est que il y avait la formation professionnelle, et à côté, par contre, on était obligé de faire un travail sur nous. C'est-à-dire, ce biomassage énergétique, moi, je l'ai reçu pendant les 8 ans. Avant qu'il meure, en fait, j'aurais continué s'il était encore là. Donc du coup, je connais moi les sensations, je l'ai expérimenté en fait de manière directe, et j'ai eu des associations, ce que je viens de vous raconter avec les mains, etc. Et surtout, j'ai augmenté donc ma conscience corporelle et la présence tout court. Donc du coup, quand je pose les mains sur une personne, et c'est pour ça d'ailleurs que le biomassage et le toucher chaîne ne durent que 20 minutes, donc je vous avais dit une partie verbale et une partie corporelle, parce que selon Pino, et j'imagine des études, je suis pas allée vérifier, on ne peut rester sans mental, pour répondre à votre question tout à l'heure, que 20 minutes. On est dans le vide en fait. Quand moi je donne un soin, je suis plus dans le mental. Et donc du coup, quand on est dans le vide, là, on a accès. On reçoit, et on peut aussi donner, mais c'est pas nous qui donnons en fait. On est simplement dans une présence vide. Et tout le travail en fait de méditation, de Qigong, etc., le yoga, etc., c'est ça le but de ce travail, d'arriver à ce vide. Et c'est dans ce vide qu'il peut y avoir découverte réelle. Alors là, il y a votre... Ça, c'est le toucher chaîne. C'est comme ça que c'est votre... c'est mon logo. C'est votre logo. Et pourquoi vous l'avez appelé le toucher chaîne? Alors, le toucher chaîne, c'était la perle de la formation que j'ai faite. Il tocco chaîne, c'est traduit de l'italien. Donc, il tocco, le toucher, mais chaîne, c'est chinois. Et chaîne, c'est l'énergie subtile du cœur. C'est la quintessence. Et donc, du coup, en fait, donc il y a le biomassage énergétique où on travaille sur la cuirasse, sur le vécu, sur les fardeaux, sur etc. On nettoie. Donc ça, c'est la partie terre. Et ensuite, il y a la partie homme où on rééquilibre mental, corps, etc. Ouverture du cœur, et on arrive au vide du cœur, le toucher chaîne, où on est dans cette libre expression en fait de l'affectivité. On est dans cette empathie. En tout cas, on sent bien qu'aujourd'hui, ça a considérablement, voire totalement transformé votre vie, Carrément. Au point d'en être beaucoup plus épanoui et de vouloir l'enseigner. Est-ce qu'en une séance, on peut tout de suite ressentir les bienfaits? Alors les bienfaits, après une séance, on peut se sentir ancré. J'ai beaucoup de personnes, moi,
qui me disent, même avec le Qigong, je me sens plus lourde ou je me sens plus dans le corps, c'est-à-dire moins dans et ici et maintenant, en fait, plus dans le corps. Et la tête un peu plus légère aussi, avec moins de préoccupations, etc. Et la première séance, on voit, j'invite souvent, parce que Pinault le faisait aussi, à aller regarder dans le miroir les yeux pétillent. Ouais, c'est ça. Il y a un changement dans le regard. C'est ça. On entend souvent ça. Et donc, du coup, il faut peut-être, si on vient à une problématique, peut-être réitérer l'opération. C'est-à-dire qu'on en fait tout à fait, tout à fait. Pas qu'une séance. Tout à fait. Ouais. Qui sont les gens qui viennent vous voir et pourquoi? Alors, il y en a qui viennent parce qu'ils dorment pas bien. Il y en a qui viennent parce qu'ils se sentent malheureux. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie de quitter leur travail. Une fois, j'ai eu une personne qui voulait préparer sa retraite, qui avait peur de se retrouver en retraite. Il y a vraiment tout type, ou des douleurs, qui viennent parce qu'elles ont mal au cou, parce qu'elles ont mal aux épaules. Donc tout ça est évidemment sans se substituer à un avis médical, mais c'est complémentaire. Carrément. On est d'accord. Carrément. Carrément. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec des choses plus délicates? Avec des vécus, bien sûr. Avec des vécus très lourds. Très lourds. Et en fait, moi, ce que je leur... Et vous sentez le point de blocage quand vous faites le massage à ce moment-là? Les points de blocage, il y en a un peu partout. Ce qui est important, en fait, tout le monde, on en a tous. En fait, ce qui est important, c'est combien la personne est consciente de ses blocages. C'est surtout ça, en fait. Et si elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, eh ben, moi, je peux pas lui dire, ça sert à rien. Donc, du coup, en fait, tout le travail, c'est d'assouplir. Plus le corps va s'assouplir et plus le vécu émotionnel qui est bloqué là va émerger. Sauf que ça va venir à la conscience de la personne. Sauf que parfois, il y a beaucoup de blocages qui sont dans l'inconscient. Mais l'inconscient, c'est le corps aussi. Donc en agissant sur le corps, je fais émerger petit à petit. Puisqu'en fait, le corps et le mental, ils sont interreliés. Qu'est-ce que vous avez comme belle transformation? Des choses qui vous ont profondément marqué avec justement votre expertise et ce fameux massage bioénergétique? Des personnes qui retrouvent leur petite fille ou leur petit garçon blessé et qui sont en larmes et enfin en train de réconcilier ce petit enfant blessé. Je crois que c'est les plus belles... Quand ça touche les enfants? Leur enfant intérieur. Ah, leur enfant. Ah, ok, pardon. Ok. Parce que souvent, en fait, j'ai beaucoup de résistance des personnes qui viennent, qui ont subi des traumatismes et qui sont en colère contre cet enfant intérieur. Et donc, du coup, en fait, le travail bloque parce qu'il n'y a pas cet accueil de... C'est comme s'il y avait une double peine, en fait, une double punition. C'est étonnant parce que j'ai reçu évidemment beaucoup de thérapeutes qui sont venus s'installer ici pour raconter. Et quand on évoque, chez certains, le fameux enfant intérieur, certains nous disent ça n'existe pas, ça, l'enfant intérieur. C'est ça. On l'entend souvent, ça. C'est ça. C'est un rejet, en fait. Oui. C'est comme si on le remettait dans cette... parce qu'en fait, à la base de toute cette souffrance, il y a cet enfant qui demande qu'à être... vous parlez souvent de réconciliation, d'être consolé, en fait, d'être reconnu dans sa douleur et d'être consolé, accueilli. Et à partir de là, en fait, on développe une empathie d'abord avec soi-même. On s'accueille, en fait. On ne peut pas accueillir l'autre si nous, on ne s'est pas accueilli. C'est pour ça que vous dites que la souffrance n'est pas une fatalité. Alors, la souffrance n'est pas une fatalité. Ça, j'y suis arrivée par rapport à j'ai suivi ces 4 ou 3 dernières années Mooji, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un grand sage dans la lignée de Maharshi, Papaji, je ne sais pas si vous connaissez l'Advaita de l'Inde. Et lui, il a des indications très directes, très claires et très simples, où en fait, il oriente notre regard vers le soi. Et donc, du coup, la méthodologie de la méthode de Maharshi, c'est qui je suis, se poser la bonne question de qui je suis. Et ce regard qui est dirigé, en fait, dans la mauvaise direction, c'est ou
on passe notre temps à être focalisé sur la souffrance, sur ce qui ne va pas dans le monde, sur ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui ne va pas en moi. Ou alors, en fait, c'est vraiment une réorientation de l'attention. Tout à l'heure, quand je vous disais de l'attention qui passe du mental, c'est-à-dire des pensées, aux sensations. C'est une première étape. Là, c'est encore plus direct. C'est je passe mon attention, au lieu d'être focalisé sur les pensées, je vais directement à qui je suis vraiment, au-delà des pensées, au-delà des émotions, au-delà du mental, du coup. La souffrance n'est pas une fatalité. Vivre serein, joyeux dans l'amour et la portée de tous. Il existe bien un chemin direct de libération. C'est ça, c'est ça. Et ce chemin permet de ne plus errer dans les illusions créées par le mental. Le mental. Le mental. Et en fait, l'indication de Moodyk est toujours la même. C'est on souffre parce qu'on croit qu'on est une personne. C'est incroyable, hein, comme on souffre parce qu'on croit être une personne qui a vécu telle chose, telle chose. Ce que je vous racontais tout à l'heure avec les 2 canards d'Eckhart Tolle. On n'est pas dans le moment présent, on a accumulé toutes ces expériences avec une pensée dessus. Ça n'aurait pas dû se passer. Et donc, du coup, on a rajouté encore des pensées, des pensées, des pensées, et des émotions, et des émotions, et des émotions. Et donc, du coup, on est en fait emprisonné de ce truc qu'on appelle l'identité personnelle, qui en réalité qui est qu'une pensée. Et c'est là où il dit, lui, on n'est pas une personne, on est l'être, on est la présence. Donc du coup, en fait, on change juste le regard, on n'est plus dans la personne, mais on est dans cette présence. Et les méditations, en fait, elles servent à ça. Passer de la pensée à être simplement ici et maintenant. Sans association. Là, je suis en train de vous parler et je suis là, juste ici, en train d'écouter ce que je suis en train de raconter, en train de vous regarder, en train de sentir ce qu'il y a autour de moi. Mais il n'y a pas de... Souvent, en fait, quand on discute avec quelqu'un et qu'on est encore dans le mental, on n'écoute pas vraiment l'autre. L'autre parle, mais nous, on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va lui répondre. C'est vrai. Ou alors, l'autre nous parle, et nous, on l'écoute pas vraiment, mais on est en train de... Ah, et s'il me regarde comme ça, c'est que... Vous voyez ce que je veux dire? On est constamment, en fait, dans l'analyse. Dans le blabla du mental, c'est que du blabla. Et quand on prend la distance, du moins, moi, en fait, j'ai eu cette chance en 2012 d'avoir ce basculement. Où ce que je croyais être cette Zara, avec cette histoire, etc., c'est simplement, elle est passée au 2e plan. Et il y avait juste la présence méditative, cet état joyeux, serein et plein d'amour. C'est ça l'état naturel de tout le monde, en fait. Normalement. Sauf qu'il est obscurci, voilé. On parle de voilement. On est tous voilés, en fait. Et les grands sages en parlaient, de lever le voile et de découvrir qui nous sommes. C'est là où ça paraît tellement simple. Quand on vous entend comme ça paraît simple. Le cheminement n'est pas... On s'en fait tout un monde, mais... C'est ça, et même le terme illumination, etc., c'est pas des gros mots, c'est juste mettre la lumière sur quelque chose qui était à l'ombre. C'est simplement rendre lumineux, du moins éclairer, en fait. Donc, il faudra venir près de chez vous? Pour le biomassage énergétique. Pour le biomassage énergétique, pour le coup. Oui, ouais. Oui. Mais c'est là où parfois il y en a qui vont se dire, mais attendez, si c'est énergie, si tout est énergie, on pourrait très bien faire ce massage à distance. Alors moi, je sais pas, j'ai pas de non, mais par contre, on n'est pas obligé de faire que. Il y a plein d'autres techniques, outils qui habitent, qui existent vers chez vous. C'est sûr. Mais par contre, ces indications, elles peuvent être données à distance. Après, moi, le biomassage énergétique me plaît parce que pour les personnes qui sont très loin en fait du corps, c'est en ça que c'est chouette. Mais si on est déjà dans le corps, mais en Occident et surtout en France, on est très loin. On est beaucoup dans le mental. On a beaucoup investi le mental. Donc du coup, le travail sur le corps, il est important. Mais si
on fait quelque chose d'autre qui nous permet de nous ancrer dans le corps, etc., les indications sont suffisantes. Ça veut dire que tous les points de blocage que l'on peut avoir, qui se ressentent et se visualisent physiquement, vous les ressentez? Je les ressens comme ça, je veux dire? Non, ou quand non, oui, non, bien sûr. pas Oui, dans le massage. Vous ressentez. En fait, je suis dans les sensations, donc je sens quand une zone est froide, au lieu d'être vibrante, chaude, où ça circule en fait. Je sens surtout au niveau des sensations, avec le bout de mes doigts. Parfois, par contre, j'ai aussi comme des messages, des visions. Qui vous indique qu'il y a peut-être un point de blocage et un travail à faire précisément. Carrément une émotion qui arrive, ou une histoire, Et donc du coup, après, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc il y a la partie verbale, la partie corporelle, et après avoir fini le travail corporel, il y a un échange. Débrief. Voilà, un débrief où la personne me dit ce qu'elle a vécu. Ouais, c'est ça. Moi, ça me permet de voir si ce que moi j'ai senti correspond à ce qu'elle dit. Si elle réajuste. Et en même temps, on pourrait se demander pourquoi elle ne vous le dit pas avant, de telle sorte que vous puissiez aller agir là où ça doit l'être. Souvent, comme vous disiez tout à l'heure, c'est inconscient. Oui, c'est ça, ils ne savent pas. Souvent, c'est inconscient. Ouais. Et moi, le but du biomassage, c'est de faire descendre la personne dans son corps. C'est ça qui m'a plu aussi dans le travail avec Pino, c'est on délègue pas. D'ailleurs, mon master, j'ai eu 2 masters avec lui. Le master, la formation initiale, ça s'appelait naturopathie humaniste. Et ça c'est très différent de la naturopathie en général. C'est pas la personne, elle vient pas et elle me délègue son pouvoir et son. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je l'informe, je lui donne des indications, mais la personne, c'est elle qui fait le travail. C'est passionnant. On va mettre évidemment autour de cette vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Zahra. Sachant que vous l'aurez compris, il y a une première partie qui est essentielle en termes de présence pour qu'il y ait cette notion de toucher et donc de permettre justement d'impacter voilà, c'est ça. Et d'intervenir. En fait, l'intérêt de ce travail, du biomassage énergétique et de tout ce que j'enseigne, de tout ce que je partage, c'est en fait cet état de conscience à partir duquel je le fais. Cet état de présence à partir duquel je le fais. C'est ça l'intérêt. Et d'ailleurs, en parallèle, en fait, on faisait un travail sur nous et on était habilité que quand on avait atteint un certain niveau de présence et de conscience, en fait, de conscience de soi. Donc, redites-nous où vous êtes? Saint-Julien-en-Genevois. C'est à la frontière de Genève. À la frontière de Genève, voilà. Donc allez, si vous êtes dans le coin, évidemment, n'hésitez pas. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Zahra. Et puis, si vous avez également envie de vous former à cette pratique, puisque vous formez aujourd'hui, c'est un cursus qui dure combien de temps? Alors, moi, j'ai pas encore lancé la formation parce que j'ai été interrompue avec le Covid. Et j'ai pas rebondi depuis. Mais le but, c'était ça, quand Pino était encore vivant, c'était de créer la même formation. Aujourd'hui, après le travail que j'ai fait, je vais pas former tout de suite. J'ai envie de proposer en retraite, en stage, en atelier, comme ce qui était proposé d'ailleurs pendant ma formation aussi, d'abord comme un travail sur soi. Ensuite, si la personne désire, parce que le désir, en fait, il naît par rapport à ce qu'on voit sur soi. Moi, quand j'ai eu envie de l'enseigner, de le transmettre, c'est quand j'ai vu les effets sur moi. Et donc, du coup, en fait, j'ai envie de le faire de manière différente. Là, je l'utilise vraiment pour aider les personnes à être plus présentes à soi. Ensuite, s'il y a des personnes intéressées par former, etc., je mettrai un cursus. Le cursus, moi, ce que j'ai suivi, c'était 3 ans. Le master de naturopathie humaniste, c'était un week-end par mois. Moi, j'en faisais 2 par mois. Et ensuite, il y a une spécialisation qui va en fait travailler de manière plus approfondie sur nous-mêmes toujours. Merci beaucoup, Zahra. Merci à toi. Merci infiniment. C'était passionnant de vous écouter et de voir à quel point, effectivement, il y a des méthodes et des techniques aujourd'hui qui permettent de se réaliser. C'est possible. Et d'être dans cet instant présent-là, dont on parle tant. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Dites-nous ce que vous pensez de tout cela, de cette approche, de cette discipline du biomassage énergétique. Et puis, contactez évidemment Zahra avec tous les liens autour de cette vidéo. Bon retour. Merci. À très bientôt et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.